au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était une sorte d'extension de moi-même, de choses que je m'autorisais pas. Un peu une fille dans laquelle j'aime me projeter, qui se fiche en fait de ce qu'on va dire d'elle, qui a pas envie de respecter ce qu'on lui dit dans le sens ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ça, ne porte pas ça, rentre pas trop tard. Voilà, j'avais envie de dire mais moi si j'ai envie de faire tout ça, en fait je le fais. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, ravi de vous retrouver, vous le savez le mardi. C'est à votre sexualité avec Nadia El Bouga, sage-femme et sexologue clinicienne. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Nous avons une invitée qui s'appelle Niki, avec 2 K. Bienvenue Niki. Merci, bonjour à tous, bonjour. C'est votre double d'écriture. Oui, tout à fait. Je pensais que vous étiez un homme. Comme beaucoup, comme souvent. Et donc là, vous constaterez, si vous voyez la vidéo que Niki, vous êtes bien une femme, vous êtes une petite nana qui écrit des choses sur une page Insta. Vous avez créé un compte qui s'appelle « Plaque-moi sur ton mur ». Un compte, alors porno, psycho, socio, chic, drôle, un poil de cul engagé. Ah, vous me citez là? C'est pas vous ça? Si, c'est moi. Alors, j'aurais préféré que vous le citiez vous-même. Je sais plus si je... Un garçon ne dit pas ça, vous savez. Oui, tout à fait, pas du tout. Voilà. Et c'est surtout un poil de cul engagé qui est important. Oui, je pense aussi. Vous voulez qu'on en parle, Nadia, tout de suite ou on rentre d'abord dans l'émission? Rentrons dans le vif. On attend, on chauffe les gens et après vous expliquerez ce que vous entendez par là. Mais si vous voulez y aller tout de suite, Nadia... Ça ferait un bon aphorisme, ça, avec rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai, je suis d'accord. Je vous laisserai... Bon, alors les filles, je vous laisse. J'ai Soprano, moi, pendant que vous êtes... Voilà. Et vous publiez « Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses » chez Kiwi. Oui, voilà. tout à fait. Je parlais de Soprano parce qu'une fille ne devrait pas regarder les Sopranos, vous le savez. J'adore les Sopranos. Ouais. Oui. C'est la ref. Ah oui, c'est la ref. Si vous ne devez regarder qu'une seule série, regardez celle-là. Vraiment. David Chase. Mais si on part du principe que les choses ont un genre, oui. Les Sopranos, c'est plutôt genré masculin, vous voyez. Je connais assez peu de femmes qui ont kiffé cette série. Ah, moi j'en connais quand même. Je connais des personnes qui l'ont pas vu, qui ont tort. Mais c'est vrai que oui, on peut comprendre. Il y a un côté mafia, enfin quelque chose d'assez masculin. Mais moi j'aime beaucoup, même en film, ce côté-là. J'adore. Tony Soprano, c'est mon idole. Parce qu'il avait des jolis polos. On pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, tout est beau chez lui. Meilleure série du monde. On est d'accord. Nadia, vous avez vu les Sopranos? Non, justement, je fais partie des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, c'est mieux qu'une Rolex, sinon on rate sa vie, c'est sûr. Et ben justement, Philippe en avait parlé, et je pense pour que moi, là, je vais m'y mettre c'est maintenant. Parce que si Niki en parle, c'est qu'il faut aller voir. Je suis d'accord, complètement. Bien. Alors, meilleur compte Instagram du monde, c'est celui de Niki. Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses sous peine d'être rappelée à l'ordre par la police et de la bienséance. Des mœurs aussi. Oui. C'est une phrase que vous avez entendue, Niki? Le titre en soi ou le fait d'être rappelé une fille ne devrait pas dire ça. Ah oui, bien sûr. Techniquement, est-ce que c'est une phrase que vous avez entendue? Ah oui, bien sûr. Je pense même qu'il y a une ironie dans le titre. C'est que c'est quelque chose que, quand on fouille, je suis sûre que chaque fille a entendu ça au moins une fois dans sa vie. Que ce soit par les parents, la famille, les frères, les sœurs... autour de soi, partout, je pense qu'au moins une fois dans sa vie, on entend ça quand on est une fille. On a tout entendu, il ne faut pas dire ce genre de choses et il ne faut pas se tenir comme ça. Oui. Une fille ne se tient pas comme ça. Oui. C'est... Si. N'est-ce pas? D'ailleurs, on en a parlé hors antenne avec Niki, je le dis moi aussi dans mon livre, que ma propre grand-mère maternelle est entrée, donc c'était un soir, j'étais allongée devant la télé avec mon frère qui a 2 ans de moins que moi et mon oncle. Et nous étions donc allongés, peinards, à l'aise, donc les jambes écartées. Et en fait, quand ma grand-mère est entrée dans la pièce, elle n'a vu que les jambes de Nadia écartées. Elle n'a pas vu les jambes de mon frère Yacine et de mon oncle Lahmo, qui est décédé maintenant. Non, l'injonction de refermer mes jambes ne m'était que dédiée. Voilà. Et donc j'ai évidemment... Dans certaines cultures, vous étiez bonne pour le coup de piment,
Ah oui, mais donc le coup de piment finalement c'est ma grand-mère qui l'a eu puisque effectivement je lui ai dit gentiment avec amour que ce n'était pas à moi de refermer les jambes puisque moi visiblement je n'avais rien qui ressortait de cet endroit-là de visible, mais que c'était plutôt du coup à mon frère Yacine et à mon oncle de refermer leurs jambes. Voilà, et je referme la parenthèse. Mais effectivement c'est des injonctions qu'on entend très tôt. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de tenir alors un compte dans un premier temps, un compte Instagram dans un premier temps anonyme? C'était quoi votre démarche? Alors le conte en lui-même, il n'y avait pas trop de démarche. J'avais envie d'écrire et de jouer avec les mots parce que j'ai une culture un peu littéraire. J'ai fait des études de lettres, j'aime bien les mots, j'aime bien lire. J'ai été libraire pendant des années. Donc à la base, c'était juste écrire. Il y avait pas. J'avais envie de m'amuser, vraiment. Et ensuite, c'est vrai que l'anonymat, c'est bien parce que justement, ça permet. Alors sans avoir envie de dire n'importe quoi, ça donne une forme de liberté. Quand on nous visualise tout de suite, peut-être que j'aurais pas osé en fait simplement. Et il y a autre chose aussi que je trouve très très intéressant, c'est que quand vous êtes anonyme, les gens ne savent pas qui vous êtes, votre statut social, si vous êtes une fille, un garçon, c'est pas genré, il y a rien, donc tout le monde vient vous parler. Et moi ce que j'ai apprécié, c'est que en message privé, il y a beaucoup de gens qui me félicitaient, qui me disaient qu'ils aimaient bien mon travail, qui pouvaient avoir, je sais pas, entre 17 et 45 ans, hommes, femmes, tout milieu, enfin tout type de religion, et j'aimais beaucoup ça, parce que je me disais, il n'y a rien de clivant. Ma tête, c'est pas important finalement, parce que c'est le message, c'est le fait de rire et de dire des choses. Donc c'était pas, l'anonymat me convenait très bien. Et du coup, ça fait travailler leur imaginaire. Oui. Finalement, ce sont leurs projections, donc je pense qu'ils vous ont imaginé de toutes les bien couleurs, sûr. formes et, bien sûr. et genres. Oui. Ben, on a souvent pensé que j'étais un garçon. Il y a eu beaucoup de surprises quand les gens comprenaient petit à petit que je pouvais être une fille, parce que par touche, je pouvais le dire un petit peu parfois, mais jamais vraiment. Vous entreteniez une forme de mystère. Hein. Oui, tout à fait. J'aime bien. C'est vraiment... c'est le texte brut, en fait, que je trouvais intéressant. D'autant plus que sur le terrain d'Insta, ceux qui utilisent aussi les aphorismes pour s'exprimer sont des hommes. Ah oui, donc, on connaît Alex Moget que l'on a invité, Carnet de bordel, et Cornichon également. Oui. Donc du coup, de facto, on vous a mis dans la catégorie genre masculin. J'ai été vue comme un homme, en tout cas par beaucoup, sans problème, ça c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vous rapproche, c'est que de passer du format Insta ou du format réseau au livre, vous vous rendez compte quand même qu'il faut noircir des pages et qu'il faut faire du papier. Oui, bien sûr. Et que c'est un job. Ah oui, totalement, c'est un job. Moi, j'y ai pris énormément de plaisir, très sincèrement. Je l'ai pris comme un cadeau. En fait, c'est... justement Alex Moget qui nous a mis plus ou moins en lien avec Katia Kaloun de la maison d'édition Kiwi, qui m'avait un petit peu repéré, mais on s'est vu d'ailleurs même pour d'autres choses, parce que je recevais dans ma librairie un de ses auteurs en dédicace, sans savoir vraiment d'ailleurs que c'était elle, donc il y avait un lien comme ça qui s'est fait, et c'est eux qui ont vu avant moi qu'il y avait un potentiel d'écriture, là où moi j'étais dans ma petite continuité dans le quotidien, et on m'a dit écris, et j'ai pris ça comme un cadeau et comme une forme de liberté de dire bah oui, en fait il y a un fil rouge, il y a des idées, donc j'y pensais, j'étais même pas consciente que quand je faisais des formules courtes, je disais plein de choses derrière. Donc c'était l'exercice de tout mettre à plat en fait, et j'ai surkiffé. Parce qu'en fait il y a un aphorisme et derrière des explications liées à cet aphorisme-là. Tout à fait. J'ai pas tout repris, mais en gros j'ai choisi des punchlines qui me parlaient vraiment, que j'avais écrites, et je vais pas dire au hasard, mais il y en a qui peuvent plus ou moins être en corrélation, pardon. Et donc c'était l'idée de prendre la plus forte et de me dire mais qu'est-ce que tu as voulu dire, et au fur et à mesure que je prenais les plus fortes, je me disais mais il y a vraiment une idée sur la femme, sur la vulgarité, sur le langage. Et ça, Katia l'avait décelé bien avant moi, parce que c'est elle qui a trouvé le titre le premier jour où on s'est vu. Elle m'a dit tu vas écrire là-dessus, c'est sûr, c'est ça, tout ce que tu veux dire c'est ça.
Et je lui dis, attends, je vais regarder, je vais trouver s'il y a un fil rouge. Et effectivement, c'est venu tout naturellement. Et je suis très heureuse que ça ait vu le jour, vraiment. D'ailleurs, la lecture est très fluide. Oui. Mais est-ce qu'on doit expliquer une punchline, par exemple? Non, je suis assez d'accord dans l'idée. Ça me fait penser à Euronews, vous voyez, no comment. Oui, mais un petit peu, parce que... Quand c'est bon, c'est bon. Oui. Et quand on comprend. C'est comme raconter la chute d'une blague, c'est plus drôle en fait. Donc en commentaire, quand les gens me disent « j'ai pas compris », généralement les autres abonnés expliquent. Et là vous dites « t'as pas la ref ». Mais voilà, des fois les personnes n'ont pas la ref, ou ce qui est drôle, c'est qu'ils peuvent le comprendre. N'ont pas la référence en fait, qui pourrait expliquer pourquoi c'est drôle. Ou qui vont avoir une lecture différente de la mienne en fait, parce que j'ai un ton dans ma tête que j'essaye de modeler avec des ponctuations, parce que tout est senti en fait. Moi je l'écris comme je le ressens, mais j'ai pas envie d'expliquer. Par contre le livre, c'était une occasion de définir plus que d'expliquer. C'était vraiment poser des mots et en ayant toujours cette dynamique d'écriture un peu punchy justement pour donner de la rythmique. C'était ça qui m'intéressait. Mais après, au quotidien sur Instagram, c'est pas que j'ai pas envie d'expliquer, c'est juste que je trouve ça dommage de mettre la définition. Oui, et puis en plus, c'est pas le format. Non, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai utilisé le terme texte explicatif, mais en réalité, c'est pas ça. C'est plutôt l'exposé expérientiel de Niki par rapport à la punchline et par rapport à l'aphorisme qui est donné. Donc en fait, moi personnellement, je l'ai pas du tout vécu comme une explication. C'est finalement assez fluide derrière l'aphorisme et on comprend, on dit « Ah oui, vécu comme ça, bah oui ». Oui, en fait, c'est un prisme. Tous les aphorismes ne sont pas autobiographiques. C'est des inspirations externes, internes. Il peut y avoir des choses qui me correspondent, mais finalement, c'est très vaste. Et en fait, dans celles que j'ai prises, je pense que j'ai voulu regarder par mon prisme et élargir vraiment d'un point de vue plus sociétal. Mais quoi de mieux que quelque chose qu'on palpe, en fait, qu'on ressent, pour partir du point de vue et l'élargir en fait. Donc c'est ça qui me paraissait intéressant, c'est ma lecture qui peut être une lecture différente pour plein de personnes finalement, mais chacun a son expérience, donc chacun a sa petite pierre à mettre à l'édifice. Mon regard est pas forcément le même que quelqu'un d'autre, mais ça peut être une richesse d'en avoir un de plus en fait. Avec quand même une colonne vertébrale claire, me semble-t-il, qui est la déconstruction des stéréotypes de genre dont nous sommes toutes totalement. Et tous victimes finalement. Ah oui, c'est... Bien sûr, je suis une femme, donc c'est plus simple de partir sur l'idée de la femme, mais il y a plein d'aphorismes qui finalement sont pas genrés. Je fais pas une slide masculine, une slide féminine. C'est ma manière d'écrire. J'écris au poumon, donc je l'écris comme ça, au poumon. J'écris souvent à l'instinct, j'écris comme ça. Je connaissais pas au poumon. Avec le poumon, au poumon, j'y vais comme ça, de décoffrage. C'est mon éditrice d'ailleurs qui dit ça, je trouve ça très drôle, depuis je le reprends à chaque fois. Copyright, comme ça on va dire. Voilà, Katia Kaloun, je pense à toi. Vous avez une écriture au poumon, j'ai tout de suite vu que... Elle m'a dit, tu écris souvent avec le poumon parce que je suis sur la préparation d'autres choses et j'ai souvent des regards extérieurs sur ce que je fais. Donc il y a des personnes qui me lisent, que je remercie, il y en a 3 et elle en fait partie. Et en fait, elle me dit souvent ça, c'est que voilà, je plonge en fait, j'y vais quand j'écris. Et ça, c'était cet exercice-là. Et c'est pas forcément genré. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, autant les femmes que les hommes. C'est un peu, je ne vais pas dire les laisser pour compte, mais les étiquettes. Bah d'ailleurs, l'expression là qui vous appartient, écrire au poumon, fait totalement partie en fait de ce que vous incarnez, parce que on aurait dit j'écris avec le cœur. Et là, tout à coup, une femme qui dirait ça, ce serait les étoiles, les machins. Non, c'est poumon. Bon, avec le cœur, on s'en sortait bien, Nadia, pour vous. Oui, tout à fait. Mais là, pour le coup, moi, j'entends poumon, j'entends souffle, c'est ça. Oui, mais c'est ça. J'inspire, j'expire, ça c'est bien pour sorcière, Karima. Voilà, nous avons invité Niki. Niki, c'est votre double littéraire. On va vous appeler Niki. Oui. Et vous publiez Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses aux éditions Kiwi. Donc, quand vous avez créé votre double littéraire, qu'est-ce que vous vouliez incarner comme femme ?
Au moment de la parution du livre ou vraiment par Non, rapport au compte sur Insta. Sur Insta. Sur Insta, ouais. Alors au début, j'y réfléchissais pas trop, mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était une sorte, pas tout à fait de double, mais en fait une sorte d'extension de moi-même, de choses que je m'autorisais pas. C'est un peu une fille dans laquelle j'aime me projeter, qui se fiche en fait de ce qu'on va dire d'elle, qui a pas envie de respecter ce qu'on lui dit, dans le sens ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ça, ne porte pas ça, rentre pas trop tard. Enfin voilà, j'avais envie de dire mais moi si j'ai envie de faire tout ça, en fait je le fais. Donc ça me paraissait une bonne manière, c'était juste pas de barrière. L'objectif c'était pas de barrière. Donc oui, une extension. Je pense que c'est l'électron libre qui se balade et qui me tient un petit peu la main en fait. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle peut dire, par exemple, Niki, que vous ne pourriez pas dire? Ou en fait, vous pourriez vous dire aussi ce qu'elle dit? Je peux le penser très fort, mais... Je suis une sacrée chaude, as. Je suis une sacrée chaudasse. Plein de choses, en fait. Beaucoup de... Il faut le voir écrit, c'est vrai, vous avez raison. Oui, il y a des choses qu'il faut voir écrites. Il faut voir écrites. Mais quand ça parle de fellation, quand ça parle de... même de dialogue coquin qu'il peut y avoir entre les gens et votre nom c'est celui que tu vas crier. Enfin, moi, c'est des choses qui me font beaucoup rire. Et par exemple, j'ai mauvaise réputation. Oui, je me dis, en fait, c'est pas grave de le dire. Il y a des gens qui peuvent le penser. Et puis le mot pute, ça peut être une insulte, mais moi, ça me dérange pas d'être une pute, en fait. Tant que je suis en accord avec moi, je serai toujours la pute de quelqu'un. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, vous avez un aphorisme, laisse-toi tranquille. Oui. En fait, c'est ça l'objectif. C'est je me laisse tranquille, je dis les choses, et finalement, c'est chacun son interprétation, chacun sa compréhension, chacun sa projection. Oui. Moi, je suis alignée avec moi-même. C'est totalement ça. C'est laisse-toi tranquille. Quand je l'ai écrite, j'aime bien penser à des expressions qui existent déjà. Et c'est vrai que je sais plus pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, c'est vrai qu'on dit souvent laisse-moi tranquille en parlant de l'extérieur. Et j'avais envie de dire, mais la première personne qu'il faut laisser tranquille, en fait, c'est soi. Parce que justement, la société est toujours en train de te tirer à être comme ci, à penser comme ça, à vouloir que tu sois, à te mettre dans un moule, et en même temps on te demande d'être toi-même. Donc prends parti d'être toi-même et d'oublier un peu toute la société, mais commence par toi en fait, parce que à force d'écouter tout ce qu'on te dit, c'est que tu en oublies qui tu es et tu en oublies de penser. Moi, j'ai appris très tard à penser, finalement. J'ai mis des années à comprendre que j'étais un être humain capable de penser seul, et que la société avait beau me dire ça, en fait, je peux réfléchir et trouver ce qui, moi, me rend heureuse dans tout ça. Donc, se laisser tranquille, pour moi, c'est vrai que c'est la base. C'est la base. D'ailleurs, vous dites, après l'aphorisme « laisse-toi tranquille », que la société, en fait, nous laisse des codes sans explication et qu'on nous demande, en fait, ces injonctions contradictoires, finalement, d'être belle, en même temps intelligente, cultivée, suffisamment désirante, mais pas pute, ni trop soumise. On est tiraillé entre des extrêmes. Quelque chose de très flou où c'est assume-toi comme tu es, et puis tu vas lire un magazine et perdre 2 kilos en 5 minutes. Et bon, après, chacun, il trouve son compte, mais c'est vrai que l'effet que me donne la société, c'est ça, c'est de dire à la fois assumez-vous, et d'un autre point de vue, il y a plein d'étiquettes et il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, si j'avais écouté personnellement, après, mais je pense que ça concerne plein de gens, si on écoute uniquement ce qu'on nous dit de faire, finalement, on fait rien. Parce qu'on va avoir peur de tout, en se disant moi j'aime plutôt ça, mais bon, c'est pas bien vu, c'est pas voilà, donc du coup on le fait pas. On aime, mais on fera ce que les autres que l'on fasse et attendent de nous. Voilà. Donc et il faut cesser. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie en fait. Ça, moi j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Alors oui, donc le fameux qu'en dira-t-on, justement. Donc c'est se délester de ce qu'en dira-t-on et finalement de faire comme l'on souhaite faire, que ça plaise ou pas. Oui, d'y réfléchir en fait, égoïstement, de se mettre un peu au centre de tout. On n'a qu'une seule vie, elle nous appartient. Il faut faire ce qu'on a envie,
pas forcément ce qu'on attend de nous. Même nous projeter dans... moi, j'aurais jamais imaginé faire ça dans ma vie, par exemple. Mais le jour où la porte s'est ouverte, je me suis pas dit ah bah non. Je me suis dit bon bah allons-y et voyons. C'est bien aussi de pas savoir ce qui va se passer en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que chez les hommes, bon, on peut tout dire, il n'y a pas de vulgarité, et que chez les femmes, on peut pas tout dire parce qu'il y a une vulgarité. Et vous, à quelle distance vous vous tenez de la vulgarité ? On pardonne plus de choses aux hommes sur la question de la vulgarité dans le langage, dans la sexualité, dans le fait de mal parler d'une femme, dans le fait d'être vu comme un bourreau des cœurs, là où la fille sera vue comme une salope, en fait. Moi, en fait, j'adore l'idée d'être une vulgaire et que ça se voit pas en fait. J'adore cette idée. C'est le pire. Mais oui, mais je trouve ça très drôle. C'est le pire. Si on s'y attend pas, c'est... Mais d'ailleurs, il y a un aphorisme qui m'a bien fait rire, et qui est tellement juste. Vous dites, les gros mots dans la bouche d'une fille, c'est sale. Et t'habites qu'on en parle. Voilà. Moi, je me serais arrêté à c'est sale. Bip. Non, mais non, c'est rigolo. Mais c'est encore plus rigolo quand ça sort de la mienne en plus. Oui. Donc, je suis d'accord. Avec toutes les projections. Donc, c'est là où c'est intéressant. Celle-ci, elle est vraiment exquise. Pourquoi ? Parce que, dit par un mec, ça passerait crème. On dit, oh, mais c'est bon, il blague. Oh là là, vous n'avez pas d'humour. Dit par une nana, ça passe tout de suite pour de la vulgarité et... la nana est tout de suite étiquetée, vous le dites très bien dans votre livre, comme une chaudasse, comme une fille facile, oui. qui n'attend que ça finalement. Oui, qui attend que ça. Et au final, c'est aussi, j'aimais bien cette double idée, c'est que je dis, même dans ce chapitre, je dis la bite pour Bayon. Et je suis assez d'accord. Ça tombe bien, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis assez d'accord avec moi-même. Mais c'est que dans l'idée, pourquoi j'ai écrit ça, c'est que déjà il y a le fait, quand on dit des gros mots, n'importe quoi, on passe pour quelqu'un de vulgaire. Mais par contre, si c'est pour une expérience satisfaisante pour un homme, c'est pas la même donne tout d'un coup. C'est bon, là pour un temps donné, t'as le droit d'être un peu sale. Mais par contre après, il faut que tu parles bien. Enfin, c'est ridicule quelque part. Et c'est pas parce que je vais dire bite que je suis pas quelqu'un de respectable en fait. Donc, en fait, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils ont finalement, les hommes, pour le coup, quel que soit l'homme, ils ont cette fenêtre de cette soupape, cette possibilité finalement de dégager, de s'exprimer, de verbalisation, de s'exprimer comme vous aimez dire. Exactement, de s'exprimer. C'est vrai que j'aime dire ça. Et donc du coup, ça passe, c'est-à-dire que c'est entré dans les fameux mœurs. Une femme. Parce qu'en plus on dit une fille. Alors déjà ça on dit beaucoup. On n'est jamais femme en fait. On est toujours fille. Là pour le coup nous ce serait vraiment la chasse gardée du masculin et le féminin n'a pas finalement à y pénétrer. Et ça c'est un outil fondamental du patriarcat de toute façon. L'utilisation des mots. Oui. Je pense que là, vous je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est justement pour ça que j'ai cette appétence d'utiliser tout ce vocabulaire fleuri, pas en me disant on m'a empêché de le faire. Non, quand on est enfant, on n'a pas envie que ces enfants disent des gros mots, s'expriment. Mais oui, parce que votre mère vous lit. On dit jamais à votre mère qu'elle a raté votre éducation parfois. Non, franchement. Après, j'ai pas le retour familial. Parce que moi, je pourrais dire, vous savez, la pauvre sa mère. Ouais. Mais moi, je me le suis dit. Et là, encore une fois de plus, c'est intéressant. Pourquoi vous dites pas la pauvre, le pauvre ce père? Parce que moi, pourquoi ce serait sa mère qui aurait raté l'éducation et pas le père? Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je peux vous dire les deux tenants. Ce qui est rigolo, c'est que le côté paternel chez moi, enfin, dans ma famille, avait justement cet humour, ce bagou, cette utilisation des mots. Enfin, je me rappelle de ma grand-mère qui est très prude, mais qui en même temps est très joyeuse, très drôle, et qui parlait de mon père en disant mais c'est pas possible que j'ai enfanté quelqu'un qui parle aussi vulgairement. Et moi, je trouvais ça très très drôle. Et il a un humour que j'ai toujours, qui moi m'a toujours beaucoup fait rire, qui je pense aussi a inspiré tout ça, parce que on en entend des choses, même si on les dit pas derrière, on entend des choses. Mais du bon comme du mauvais d'ailleurs, sans jugement.
Et ma maman, moi je pensais que ça allait être plus compliqué du côté de ma maman sur la réception. J'ai tout annoncé en même temps, hein. C'est-à-dire que j'ai, pour faire large, quand je me suis dit ça prend un peu d'ampleur, il va falloir que j'en parle. Faut que je présente Niki. Voilà. Et donc j'ai dit à ma mère, il y a un compte assez imagé, Ouais, avec des pincettes. mais il va y avoir... Si votre mère, elle a mon degré de geekerie, elle sait pas ce que c'est qu'un compte, donc elle est tranquille. Elle a Instagram. Ah ouais, non, elle sait ce que c'est Insta. Elle sait ce que c'est Instagram. Ouais. Mon père, non. Mais je lui ai dit, il va y avoir des vêtements, et puis je suis sur le projet d'écriture d'un livre, donc j'ai amené ça. Et en fait, elle a été... Elle vous a encouragé finalement. Oui, tout de suite, elle m'a dit, tu vas parler des femmes? Et je lui ai dit, bah oui, je vais parler des femmes. Alors, vas-y. Et donc elle a lu, elle m'a dit, ah oui, c'est osé. C'est vrai que j'ai eu un petit moment de dissociation entre qui tu es, que je connais, et qui tu es là-dessus. Et quand elle a lu le livre, elle a fait un très beau post qu'elle a même mis sur Facebook pour dire qu'elle rencontrait en fait sa deuxième fille qu'elle ne connaissait pas, qui était un prolongement de la première, et qu'elle était très fière. Donc oui, franchement, ça... Comme quoi, tout peut évoluer, parce que je pensais même pas qu'il y aurait forcément ce type de réaction. Est-ce qu'on peut vulgariser la vulgarité ? C'est important de le faire, même, je pense. Il faut rendre ça banal, parce que finalement, ça veut rien dire, la vulgarité. Qu'est-ce que c'est ? C'est parce que là, est-ce que je suis vulgaire parce qu'on voit un bout de chair ? Est-ce que... Alors, ce que vous venez de faire à la radio, ça passe assez mal, Niki. C'est vrai ? Oui. Non, ça passe pas. Alors, à nous, voilà, Niki nous montre un croque-top. Oui, alors je le décris parce que je savais que j'étais filmée. Mais en gros, on voit un tout petit bout de mon ventre. Voilà. Et mes bras aussi. Voilà. Donc, mais moi, j'ai pas de définition de la vulgarité. Chacun la place où il veut, quelque part. Mais tant c'est que une codification sociétale, bien dans ses baskets, mais qu'il soit... Enfin... Donc, si c'est bien écrit, j'ai envie de vous dire, moi, si c'est bien écrit, c'est bien écrit. Quand c'est bien écrit, c'est voilà, ça passe plus facilement. Peut-être, oui. Vous êtes en train de dire que j'ai bien écrit ? Certaines punchlines, c'est pas grave, je les achète. Ah. C'est ça la différence. Ouais. Parfois, je peux réagir à des sketchs de Bigard que je trouve moins bien écrits, vous voyez. Ah ouais, non. Et encore que je trouve qu'il y a du talent, vous voyez. Mais vous voyez, c'est pour ça quand on parle de comparaison à faire. Non, quand on parle de vulgarité. S'il vous plaît. Non, j'insiste, s'il vous plaît. Nadia. Oui, non, mais quand je vous laisse parler. Quand on parle de vulgarité, on va employer le même mot pour deux choses qui ne sont pas la même chose. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas mettre Bigard et Niki sur le même plan. Je suis désolée. Absolument pas. Donc là, il y a du travail. Je vous ai énervé. Oh là là, je l'ai énervé. Ah ouais. Non, parce que là, quand vous voyez ça, Bigard, voilà. Là, quand je commence à pincer les lèvres, là, ça y est. Voilà. Bit dit par Bigard et dit dans un aphorisme par Niki. Pardonnez-moi, c'est pas la même chose. Voilà, nous avons invité Niki, Nadia, ce matin, à l'occasion de la sortie de son livre. Hein. Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses. L'éditeur, c'est Kiwi. À la base, il y a un compte Instagram avec un nom qui fait 3 km. Plaque-moi sur ton mur. On peut faire plus simple. Oui, c'est vrai, mais je crois que j'ai pas eu envie. Plaquer, pour moi, au rugby, ça veut dire quelque chose. Oui, mais je le dis justement que c'est pas ça, que c'est plus sexy que ça quand même. Mais il y a 3 idées à ça. C'est tout le monde connaît se faire plaquer contre un mur de manière pas forcément sexuelle, même d'ailleurs, mais je veux dire un contact physique entre deux personnes qui se plaisent, le fait de se faire plaquer, donc de se faire quitter, et dans l'idée plaquer sur un mur, on est sur un mur Instagram, donc partager du message. Et je trouvais que ça réunissait 3 idées autour des thématiques de l'amour, de la sexualité, du relationnel entre les gens, et de placarder tout ça, de le dire haut et fort, en fait. Là, je vais jeter un pavé dans la mare. Le plaque-moi sur ton mur, ce n'est pas aussi contribuer à la culture du viol ? Alors, ça peut être pris comme ça, c'est vrai. Après, moi, dans l'idée,
Et je pense qu'il y a une réalité où les gens peuvent ne pas forcément le comprendre, mais c'est que moi, je sais que je le pense pas comme ça, en fait, sur le coup, forcément. C'est pour ça que c'est important que vous le disiez, tout à fait. Et je pense que dans le livre, je fais souvent cette référence-là pour l'expliquer. Après, je ne dis pas que ça m'est pas arrivé qu'on me dise des choses en commentaire, genre je te plaquerai bien contre un mur. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de consentement de ma part dans ces choses-là, mais je pense que les gens utilisent aussi ça pour, en oubliant que à la base, c'est positif, c'est pas fait pour être pris. Non, dans l'idée, c'est vraiment... sans consentement et dans la violence. Bien sûr. C'est dans l'idée c'est charnel, en fait. C'est charnel, c'est fougueux, mais c'est sensuel. Mais c'est pas... Non, forcément. Mais après, je peux tout à fait l'entendre. Oui. On parlait de la déconstruction tout à l'heure, donc vous écrivez dans votre livre que vous aimez beaucoup le principe de déconstruction. Moi, c'est un sujet que j'ai souvent avec Nadia, c'est de savoir ce qui marche dans la déconstruction, parce que c'est bien joli de vouloir déconstruire, mais qu'est-ce qui effectivement fonctionne dans la déconstruction ? Vous, d'après vous, qu'est-ce qui fonctionne pour déconstruire certains clichés ? Réfléchir. Déjà, vraiment, on est chacun élevé d'une certaine manière, et au final... à l'âge adulte, ou même peut-être avant, mais moi je sais que c'est venu plus tard, réfléchir à tout ce qui nous a été inculqué et s'autoriser à abandonner certaines choses. Donc c'est un peu une idée d'abandon, je dis pas qu'il faut tout abandonner, mais moi un principe très simple, chez mes parents je mangeais de la viande, j'en ai mangé pendant des années, j'étais pas très fan, ils l'ont toujours su, mais bon, on veut que ces enfants aient ce qu'il faut, voilà. Et moi, en grandissant, avec l'âge, je me suis informée, j'ai regardé des reportages, des choses, et je ressentais à l'intérieur de moi que ça me dégoûtait. Et je me suis dit, ça a pris du temps, ça a pris vraiment 6-8 mois où je me disais, mais pourquoi tu fais ça finalement ? Est-ce que tu en as vraiment envie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire autrement ? Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Et en fait, pour moi, la déconstruction, c'est ça, c'est tout ce qu'on nous a inculqué. On n'est pas obligé de tout garder, en fait. Qui parfois est notre colonne vertébrale, et ce avec quoi on se construit. Bien sûr. Oui. Ah oui, je suis totalement d'accord. Et c'est juste que ça rassure, vous voyez. Totalement, on y pense. Mais en fait, voilà, on n'y pense même pas souvent. Justement, donc la déconstruction, c'est le questionnement des évidences. Voilà, c'est une évidence. Donc là, je parlais de viande, mais ça peut être n'importe quoi. Et je pense que l'idée de la femme, pendant des années, moi, j'y ai pas du tout réfléchi. J'y ai pas réfléchi en conscience, en tout cas. Et peut-être que je me posais pas les bonnes questions. Et il y a un moment, on se met face à soi-même, notamment sur la rédaction de ce livre, mais aussi sur d'autres choses. Et on se dit, ah tiens, c'est marrant, j'ai accepté ça. Tiens, c'est drôle, j'ai pensé à ça, j'ai pas réagi, on m'a dit ça. Et en fait, on se dit, non, moi, je suis où, en fait, là-dedans ? C'est une découverte de soi, en fait. En tout cas, moi, je l'aborde comme ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau sociétal, quand on commence à avoir ce procédé de réflexion, et que du coup, on ne se tait plus, eh bien, on devient en fait l'excité de service, la mal baisée, voilà, toutes les étiquettes en fait qu'on connaît. Alors que finalement, un homme qui se poserait des questions, qui se remettrait en question et qui tenterait de déconstruire aussi à sa manière, finalement, on le verrait plus positivement. Ah oui, il se questionne, il est posé, il est sage. C'est le même questionnement pour les femmes, sauf qu'effectivement, pour les femmes d'ailleurs cisgenres et transgenres, c'est la même problématique. C'est finalement mal reçu par la société parce qu'il y a tellement en fait de constructions genrées malsaines qui se sont produites depuis des millénaires que vous pensez bien quand on les enchaîne en chapelet, oui, ça passe mal. C'est une justification permanente, en fait. Exactement. Donc, qui est fatigante pour tout le monde, d'ailleurs, et pour nous, les premières. Oui, c'est vrai. je viens de faire un geste. Alors voilà ce que j'allais dire. Nous sommes à la radio, Philippe. Passe pas à la radio, mais société, tu m'auras pas. Avec le poing en l'air. Avec le poing en l'air, Nadia, je vous ai retrouvé. Voilà. Vous avez jeté votre pavé dans la mare. Rien n'est sale tant qu'il reste de l'amour propre. Ça, je kiffe. Ouais. Vous abordez la question de la masturbation. Ça reste le tabou des tabous chez les femmes, la masturbation. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Oui, mais non, c'est le tabou des tabous. En tout cas, il n'y a pas d'expression, on va dire, collective.
Moi, j'entends rarement de femmes avouer ouvertement qu'elles se masturbent. Ah ouais, mais je suis totalement d'accord. Et il y a beaucoup de femmes qui, je pense, le découvrent déjà très tard. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une partie plus visible chez l'homme, j'en sais rien. Mais il y a tout un carcan aussi de culpabilité qu'on met un petit peu sur les épaules de pratiquer ça. Souvent, les personnes, je sais pas, peut-être pas tout le monde, mais j'ai entendu souvent que si une fille se masturbe, l'homme à côté a l'impression qu'il n'est pas performant, qu'elle le trompe. Qui sert à rien. Voilà. Oui, voilà, qu'il ne sert à rien, alors que tout ça, c'est un plus et que... pourquoi s'interdire des choses en plus, en fait? On peut s'en servir même en couple, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on dit très peu. Il y a très peu d'expressions aussi pour dire ça. Tamponner le coquillard, non? Moi, j'ai déjà entendu ça quelque part. Tamponner le coquillard. Oui. Oh là, non, c'est un peu vieux comme expression. Peut-être, mais c'est quelque chose... Je m'en tamponne le coquillard. Ouais, moi, parfois, on utilise des expressions, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, se renseigner avant. Quand on dit « je m'en tamponne le coquillard », alors, moi, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez concernant la masturbation des hommes, enfin l'auto-érotisme des hommes, parce que vous savez très bien que je n'aime pas le terme masturbation, et c'est pas une littéraire que je vais apprendre quoi que ce soit. L'étymologie du mot est juste horrible. Donc, les hommes, en fait, ne disent pas non plus qu'ils pratiquent l'auto-érotisme. Attention. Ah non, ils disent pas ça. Non, quand on parle... Ils n'utilisent pas ce mot-là, Nadia. Je vais utiliser le terme, même s'il me... Quand les hommes se masturbent, lorsqu'on leur pose la question, alors je vous dis juste, Philippe nous fait le geste de la masturbation. Chose que le point parce que vous l'aviez fait à l'horizontale, et Nadia, je voulais vous montrer que c'était pas... Enfin bon, j'ai rien fait du tout. Allez-y. Donc, je parlais de la masturbation masculine. Quand ils disent, généralement, quand on les questionne, en tout cas moi en tant que sexologue, quand je questionne les hommes, ils disent ouais, je me masturbe comme un homme, comme un vrai. C'est vrai. Ouais. Comme si finalement, alors c'est très intéressant parce que du coup ça voudrait dire qu'il y a une façon finalement de se toucher qui correspondrait à une certaine virilité, à une certaine masculinité hégémonique. Et c'est intéressant parce que même, vous voyez, dans le geste, les hommes ne disent pas ouvertement qu'ils se masturbent. Ils avouent qu'ils se masturbent quand ils n'ont pas de partenaire ou quand, vous avez dit, c'est un plus. Moi, je dirais plus que ça, en fait. L'auto-érotisme, en fait, c'est un préalable, en réalité. C'est le moyen, et on le sait en sexologie, de découverte de soi. Donc, laisse-toi tranquille. Voilà, comme vous dites très justement, c'est à un moment donné, on commence, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on se découvre d'abord soi et il n'y a rien, effectivement, de mal à ça. Mais bon, en même temps, on découvre la masturbation féminine maintenant parce qu'on commence tout juste, il n'y a pas très longtemps, à parler du clitoris. Il y a encore le débat de la vaginique et de la clitoridienne. Donc, voilà. Il y a aussi une histoire médico-anatomique maintenant qui se... Ce débat absent dans vos postes, d'ailleurs. Le clitoris et le vaginisme. C'est vrai que j'ai pas... J'ai trouvé peu de choses. Ça me fait moins rire. Non. C'est vrai que je suis... je vais pas dire que la fellation m'inspire beaucoup, mais si quand même. Mais si, le clitoris, je peux en parler. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses qui vont venir. Je suis en préparation sur quelque chose. Ne vous laissez pas influencer par Nadia. Ça monte. Mais je peux en parler plus aussi. C'est vrai que c'est selon les inspirations. Donc, peut-être que je vais plus réfléchir encore à la question. Est-ce qu'on vous a dit l'inverse d'Alex Mauger? Parce que autant lui, on lui a dit ça manque de sexe dans votre bouquin, et on vous a pas dit à vous il y a trop de sexe dans votre bouquin. Non, on m'a dit c'est très juste. Voilà. Parce que je pense qu'on s'y attendait. Vu votre attendait ça de moi. Et si je parle de femmes, il faut aussi que je parle de sexualité. Si je parle de genre, d'homme, ça fait partie du deal quelque part. Et il n'y a pas à en avoir honte. Donc parlons-en. Tout à fait. J'aime pas les mecs. Parlons-en haut et fort. Voilà, j'aime pas les mecs qui font l'effort, j'aime les mecs qui font l'effort. Voilà. Un des aphorismes qu'on retrouve dans le livre de Niki, qui est notre invitée ce matin. Je ne vous appellerai pas louloute pour terminer cette expression. Maman, si tu m'entends. Voilà. Vous n'avez pas qu'on vous appelle louloute.
Non. On verra pourquoi dans le livre. Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses chez Kiwi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadia, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous réécouterez cette émission tranquillement dans un coin, voilà, en podcast, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et très belle journée santé sur Beurre FM.